Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui ravi, vraiment très content d'accueillir sur ce podcast quelqu'un que je connais depuis quelques temps maintenant, Romaric André. Salut Romaric. Salut Mathieu. On se connaît par le biais de mon associé Laurent Kretz, mon associé chez Cosa Vostra qui anime au passage avec brio un podcast sur le e-commerce qui s'appelle Le Panier, que je vous recommande vivement. Romaric, on s'est croisés il y a, je dirais, ça fait 3-4 ans qu'on se connaît à peu près. Avant de rentrer directement dans tout ça, je vais te proposer de te présenter. J'ai 38 ans, 2 enfants, c'est important. Et j'essaye depuis maintenant plusieurs mois de vivre de ma passion. Et cette passion, elle gravite autour des montres vintage. Il y a un courant très porteur en ce moment autour de ces notions de vintage et particulièrement des montres vintage. Il y a une appétence mondiale pour ça. Et j'ai essayé de proposer quelque chose un peu plus singulier, donc un peu transgressif, parce que c'est un milieu qui... le vintage, c'est la tradition, c'est des choses qu'on est content de récupérer un petit peu dans leur jus. Et moi, je viens les bousculer un peu. Alors, ce projet, en l'occurrence, dont on parle, s'appelle Seconde. Exact. Donc, seconde, j'imagine. Exact. Alors, moi, je suis, tu le sais, mais ultra fan de ce projet et de tout ce qu'il représente, d'ailleurs. Tu vas nous en parler un peu plus. Et ton idée, c'est de... J'avais reçu sur ce podcast quelqu'un qui s'appelle Fred Jourdain, qui prend des vieilles motos et je pourrais dire qu'il les pimpe. Non, c'est pas vraiment vrai, c'est pas exactement ça. On a tous du mal à trouver le bon mot. Mais parce que customiser, pas forcément valorisant non plus, des fois ça veut un peu tout dire et rien dire. Il faut trouver le bon verbe. Ça s'appelle Blitz Motorcycle, ce qu'il fait. Tu dois connaître du coup dans un univers. Et ils ont une approche qui est vraiment de dire je prends les motos, je les remets en état vraiment de manière. Enfin, ils prennent le moteur, ils le récurent, ils la ressortent toute neuve en fait, mais complètement différente, quoi. Et donc tu gardes l'âme de la moto. C'est ça. Mais tu en ressors un objet unique. On s'inscrit dans cette lignée. Quand tu vas chercher des montres vintage, tu vas chercher un cadran patiné, tu vas chercher des aiguilles partiellement rouillées. Et c'est ça que les gens aiment. C'est cette histoire que le produit contient que tu dois respecter. Alors moi, je veux détourner un petit peu tout ça. Pour être un petit peu plus concret, je vais venir modifier les aiguilles de ces montres vintage. C'est un truc parce qu'en fait l'idée m'est venue avec une montre qui était vraiment particulièrement patinée. Donc le cadran, au lieu d'être dans un blanc un peu écru propre, il virait vers des tonalités un peu plus champagne. Et j'ai commencé à dessiner une aiguille pop, une aiguille flashy, une aiguille fluo. Mais genre une espèce de, comme ça, comme tu dessines un truc sur un coin de table. Et tout d'un coup, il y a eu ce contraste saisissant le jaune fluo sur un cadran qui a 70 ans et qui est resté peut-être 20 ans dans un tiroir. C'est un truc, c'est une pirouette esthétique, graphique, et ça marche. Je veux dire, les contrastes dans l'art ou dans l'artisanat, c'est fort. C'est un contraste temporel, un contraste esthétique très puissant. Après... C'est une transgression de ouf. C'est une transgression. Je veux dire, dans les motos, peut-être qu'on s'y est fait, dans les montres... Alors, dans les montres, c'est compliqué. Parce que tu vas venir chambouler ce qui fait le charme des vintage. Et tu t'adresses à une audience qui, traditionnellement,
cherche justement l'authenticité de chaque composant de la montre. Et toi, tu dis, en fait, non, moi, je vais venir modifier. Et donc, tu peux assez vite basculer dans le gimmick, le truc pas très respectable, fun, pop, mais pas forcément respectable. Or, tu t'adresses quand même à des gens qui sont pas forcément ouverts à cette approche-là. Donc, l'aiguille a cet avantage que je peux la remplacer, mais je ne la détruis pas pour autant. Donc, par exemple, moi, quand je te livre ma montre que j'ai un petit peu bousculée, que j'ai un peu détournée, tu retrouveras dans le packaging, bien consigné, dans une petite fiole en verre, l'aiguille d'origine. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est quand même, tu as aussi un peu ce risque, c'est qu'une montre, c'est un objet qui souvent, dans les montres, et je voudrais qu'on vienne après, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément, qui sont pas sensibles à la montre, qu'on revienne en intro encore de cet épisode, un peu sur pourquoi on aime les montres, mais ça vaut cher, c'est ce type de montre, Bien voire sûr. très cher, et se dire en fait, attends, le mec il détruit de la valeur. Détruit de la valeur en Détruit fait, et non, je pense que tu en apportes, mais c'est ce côté artisanat unique que tu proposes qui est assez intéressant. Pour revenir sur ce que je disais juste avant, ce qui est intéressant alors dans ce projet, c'est le temps, parce que moi j'ai vu que je t'ai vu il y a quelques temps et tu travaillais ce projet déjà depuis longtemps. Et on se disait avec Laurent, quand on a déjeuné ensemble il y a 2 ans peut-être, 18 mois je dirais au moins. Le mec est fou. Mais non, mais le mec est fou, et puis surtout, s'il prend tout ce temps-là, voilà, tout est fait avec minutie, même ton site, les logos, les choses, tu fais presque tout toi-même. Exact. Donc ça prend un temps de ouf parce que t'es pas un expert du digital. Parce que je suis lent et que je me complais dans cette lenteur. Et voilà. Mais tout ça, si je dis tout ça, c'est que c'est très lié au fond de tout ce que tu fais. Dans le sens où l'horlogerie, indirectement, j'aimais les montres avant de t'avoir rencontré, mais indirectement, c'est grâce à toi, et tu le sais pas ça, que vraiment, désormais, j'adore ça et je comprends les montres. Pourquoi ? Parce que tu m'as présenté un type qui s'appelle Édouard Mélan, qui est désormais un bon client de Cosa Vostra avec qui on adore travailler, qui est le patron alors, pas fondateur puisque la boîte a 200 ans, mais propriétaire de Moser, H. Moser. Moser, on dit, non? Je ne saurais pas. Ouais, H. Moser. Qui est une des plus anciennes manufactures de montres suisses. Et j'ai eu la chance, et j'espère que je l'aurai sur ce podcast d'ailleurs prochainement, mais j'ai eu la chance de visiter la manufacture à plusieurs reprises, et à chaque fois je me délecte, et à chaque fois je suis content, et puis ils nous font tester des choses. Mais quand tu visites une manufacture horlogère, tu comprends pourquoi c'est si fantastique. Tu comprends que en fait ils font ce mouvement, par exemple, ils font ce mécanisme qui fait que tous les 4 ans la montre va passer du 28 au 29 février. Exact. Et va comprendre que c'est une année bissextile. Exactement. Donc ça va sans dire que tous les mois elle sait que c'est 30 ou 31, et s'il y a 2 31 d'affilée elle le sait. Enfin c'est un truc de malade parce que c'est que mécanique. Exactement, exécuter ça de manière mécanique, c'est fascinant parce que ça se joue à des rouages d'une précision dingue, et là tu abordes le thème principal autour de la montre, c'est le côté magique. Alors il y en a qui vont... Et pas magique, excuse-moi, je finis pour te dire, parce que c'est pas magique, parce que c'est 2 choses pour moi, c'est la beauté de l'intelligence humaine, c'est-à-dire qui va faire des choses qui, tu pourrais dire, c'est inutile, j'en sais rien. Enfin, c'est inutile. C'est inutile, non mais c'est ça, où tu vas complexifier des choses, où tu te dis, mais pourquoi passer tous les 3... Enfin, moi, je peux le faire sur ma montre, elle passe même pas du 30 au 31, enfin, elle pense qu'elle a 31 jours tous les mois, tu vois. Donc, je suis obligé de la remettre tous les 2 mois au premier, parce que, voilà. Donc, c'est la beauté de la conception, l'intelligence, et le côté incroyable de l'exécution, de la minutie, parce que quand tu vois ces 2 femmes qui sont dans cette manufacture, qui passent leur journée à construire ce mécanisme sur lequel elles passent 45 jours pour faire un mécanisme, pour juste que cette montre, tous les mois, passe le bonjour, et tous les 4 ans passe le 28 du 28 au 29 février, tu te dis mais c'est n'importe quoi. Et en fait,
c'est n'importe quoi et c'est tellement beau. Et c'est la beauté du geste. C'est la beauté du geste. Et donc tu te dis, en fait, tout ça, au-delà du temps passé, et ben ça a une vraie valeur, tu vois. C'est un truc qui se fait dans le temps, qui prend du temps parce qu'ils mettent, tu mets du temps à le concevoir, tu mets du temps à l'exécuter, et qui, je pense, prend sa vraie valeur dans le temps. Et pour finir là-dessus, et après je te laisse raconter ça. Moi, ma relation avec les montres, c'est que j'en achète une à des moments importants de ma vie, et chacune de ces montres un milestone, je dirais les Anglais, hein, mais elle plante un petit drapeau et elle a une histoire et elle reste aussi dans le temps, tu vois. Et je me souviens pourquoi j'ai eu cette montre, quand je l'ai eue, et donc du coup cette histoire. Et il est hors de question que je les vende, tu vois, parce que en fait c'est vraiment autre chose. Donc tout ça à la fois hyper romantique, à la fois hyper voilà. T'es au croisement de tellement de choses. Il y a beaucoup d'irrationnel. Voilà, en effet, tu en parles, c'est un marqueur, ça marque une journée ou ça marque une époque. Donc là, on s'approche de la notion un peu de bijou. C'est le totem qui te rappelle à quelqu'un, qui te rappelle à un temps. Ce que je crois est très important dans la montre et dans sa capacité de fascination, c'est l'intelligibilité du mécanisme. C'est-à-dire que fondamentalement, la techno embarquée dans ton smartphone est dingue. Est dinguissime. Le truc te fait pas rêver. Et la techno mécanique, micromécanique embarquée dans une montre, tu vas entendre beaucoup de manufactures te dire qu'elles font de la R&D, des choses comme ça, certes. Mais la techno embarquée, elle a 100, 200 ans, mais elle est intelligible. Ce sont des petits rouages, des petites roues dentées, des petits ressorts, des axes, des maslottes et ainsi de suite. Et ces petits éléments-là, imbriqués les uns avec les autres, vont exécuter des calculs, vont, comme tu disais tout à l'heure, respecter les années bissextiles, des choses comme ça. Ça, c'est fascinant. C'est moins la puissance de calcul, elle est faible, hein. Elle est inférieure à une calculette des années 80, mais c'est intelligible, c'est-à-dire que même si tu ne sais pas le dessiner, le comprendre précisément, en tout cas tu comprends qu'il y a quelque chose de vivant sur ton poignet qui remplit une fonction pas si simple, hein, tenir le temps, tenir la seconde. Je veux dire, oui, t'as des horloges atomiques et des choses comme ça qui le font très bien aussi, mais là, tu as juste des ressorts, des toutes petites pièces qui sont parfois sur les montres grand luxe finies à la main, et c'est exceptionnel. Et ça continue de nous fasciner, alors que le produit est fondamentalement aberrant. C'est aberrant. Une montre est un concentré d'aberration. Pourquoi payons-nous 10 fois plus cher des montres mécaniques, bien plus imprécises que des montres à quartz, bien plus dépendantes des variations de température qu'une montre à quartz, bien plus fragiles que des montres à quartz. Et on paye ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Probablement parce que aussi, tu l'as dit, dans ce côté électronique et smartphone, alors c'est marrant, c'est peut-être pas un hasard si tu en parles, mais que aussi ces montres, elles sont, alors c'est une relation évidemment avec le temps, elles sont intemporelles dans le sens où une montre à quartz, quand elle est cramée, elle est cramée. Enfin, tu peux changer j'imagine, je sais même pas, mais en l'occurrence, voilà. Une montre mécanique, quand un rouage est cramé, normalement, parce que ça arrive aussi, ça s'abîme, enfin, voilà. Mais tu l'entretiens comme une voiture. Enfin, il y a quand même cette relation qui est très différente de quelque chose qui dure, quoi. Qui dure. C'est un produit intemporel. Ta montre est censée fonctionner encore dans 300 ans. Ça, c'est magique. Je parlais évidemment du smartphone, et voilà, dans ta vie antérieure, t'as quand même, et ça c'est complètement fou. J'allais dire c'est complètement con, j'en sais rien. Les deux s'entendent. T'as quand même créé, non mais c'est génial, hein, mais t'as quand même créé, alors avec Édouard Mélan justement un peu. Exact, ouais, tout à fait. Un objet, j'allais dire une boîte, mais c'est ce qui je crois que c'est un peu quelque chose qui t'es plus dans l'objet et que dans l'entreprise. Enfin, le protocole, ce que t'aimes comme projet, c'est ça, qui était un téléphone mécanique. En gros. Alors, c'était un téléphone qui était agrémenté d'une montre
mais de très très belle facture, et une montre qui avait plusieurs complications mécaniques vraiment de très haut niveau. Donc une complication qu'on appelle la complication tourbillon. Et l'idée, c'était de se greffer sur un téléphone mobile à clapet, et que ta gestuelle, connue à l'époque d'ouvrir et de fermer ton clapet, allait avoir une incidence sur le mécanisme horloger qui était greffé sur ce téléphone. Donc tu ouvrais ton téléphone, le clapet de ton téléphone pour répondre à un appel ou pour envoyer un texto. Il y avait un système micromécanique dans la charnière qui allait utiliser cette force que tu déploies pour ouvrir ton clapet, et qui allait réarmer un ressort qui allait, lui, animer toute la partie horlogère. Donc on était sur une fusion entre l'usage très quotidien, très banal de ton téléphone mobile et le réarmage du ressort qui est la pièce maîtresse de toute montre mécanique, qui est la réserve d'énergie de ta montre. Donc projet assez fou. Alors après, qui s'appelait Celsius, hein? Ouais, exact, Celsius. C'était Celsius 10.6.2. Et donc je te rejoins sur le côté fou, parce que c'était assez surprenant de venir greffer justement des micromécanismes qui sont censés être intemporels et vivre des centaines d'années, et venir greffer ça sur un sous-jacent qui est lui électronique. Tout s'explique. À l'époque, il y avait Nokia qui avait lancé une division luxe qui s'appelait Vertu. Tout à fait. Qui connaissait je crois qu'on peut parler de succès à l'époque. Bon, le succès s'est démenti, la boîte a fermé, je crois, il y a quelques années maintenant. Mais à l'époque, Nokia avait les moyens et y croyait en disant, voilà, le téléphone est devenu un objet du quotidien, que tout le monde porte avec lui constamment. Et il va y avoir cette notion de pyramide. Il va y avoir du très 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 haut de gamme, du un peu moins haut de gamme, et puis t'arriver à l'entrée de gamme. Bon, et inspiré par ce succès-là, d'un côté, et inspiré également par les succès de l'horlogerie très compliquée. On peut citer des marques comme Richard Mille qui se sont créées dans les années 90, donc sur des montres extrêmement techniques, très compliquées, mécaniques. Voilà, on était très inspiré par ces succès-là qui montraient à tous que tu pouvais te faire une place importante dans un monde horloger sans pour autant avoir 50 ou 100 ans d'histoire. Alors qu'avant, c'était impensable. Avant, t'achetais une montre parce que justement, c'était une manufacture qui avait ses origines début du siècle, et des choses comme ça. Donc voilà, on a cru à cette fusion-là. On a fait un beau parcours quand même, parce qu'on a levé des fonds conséquents. On a mis du temps, mais produit des très 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 beaux objets. Après, leur pertinence, je peux en parler 15 heures, parce qu'évidemment on nous dit mais tu vas acheter ton téléphone au bout de 2 ans, c'est un petit peu stupide de l'agrémenter de micromécanismes. Mais nous, on avait la même réponse que Vertu à l'époque, c'était de dire mais nous en fait on crée pas un smartphone, on crée un téléphone voix. Et la voix, la technologie voix, elle avait une relative pérennité. On expliquait à nos clients, voilà, vous pourrez continuer à téléphoner avec ce téléphone dans 40 ans. Ouais. Par contre, oui, ce ne sera pas le bon device pour consulter Google Maps et commander un Uber. Mais nous, le sous-jacent était extrêmement simpliste et n'avait qu'une vocation, c'était de te permettre de téléphoner, donc d'utiliser que la voice. C'était des téléphones qui coûtaient un peu d'argent quand même. Un peu, ouais. Donc on était vraiment dans le... Alors c'était un exploit technique, et moi je me suis vraiment éclaté dans cette recherche-là de solutions techniques, même si c'est pas moi qui les exécutais, mais en tout cas on avait monté une équipe avec des ingénieurs top niveau, et je me suis éclaté dans la recherche de tous nos partenaires, que ce soit financiers d'un côté évidemment, mais aussi ceux capables de réaliser nos coques en titane, nos claviers qui étaient en verre saphir dans des dimensions que l'horlogerie ne connaissait absolument pas. Donc on a poussé des contraintes très loin, et c'était éclatant. Ça a duré quand même un bout de temps, presque 10 ans. On a levé en 2008 et on levait quasiment chaque année à partir de 2008. Le produit a été présenté au Grand Salon Horloger de Bâle en 2010, et on était une business de 2010 à 2014 où on vendait des pièces, pas suffisamment certes, mais on avait aussi un objectif qui était une descente en gamme, et le rêve étant c'était pas notre premier produit, mais on devait arriver à moyen terme à un téléphone
qui exécutait sa sonnerie de manière mécanique. Et ça, c'était notre Graal. C'est-à-dire que dans le monde horloger, la complication sonore est très réputée, c'est-à-dire que les montres mécaniques de poignet qui sonnent l'heure, c'est-à-dire que par un petit système de carillon vont sonner l'heure, vont sonner 8 coups quand il est 8 heures, plus 3 coups dans une tonalité différente pour exprimer les quarts d'heure et choses comme ça. Eh ben, c'est fascinant, c'est magique, et on voulait que notre téléphone exécute sa sonnerie de manière mécanique. Donc le terme de l'aventure, le but de l'aventure, en fait, c'était d'exécuter, de réaliser ce téléphone-là, et avec un carillon visible, évidemment, sous un verre saphir inrayable et un truc magique, quoi. Et c'est ça qui est parce que tout à l'heure tu m'excuses quand je dis projet con, mais en fait on revient sur ce truc. Pardon, vas-y. Non, mais c'est con dans le sens où tu viens mixer deux mondes. Et c'est vrai, on peut discuter 3 heures de la pertinence et de mettre un sous-jacent électronique. On avait une réponse, et peut-être que c'est con. Non, mais c'est pas plus con qu'une montre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas plus con qu'une montre mécanique versus une. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez cet objectif qui est juste de faire cet exploit. C'était ça. Qui est de faire sonner une montre, un téléphone de manière mécanique. Et en fait, peu importe, est-ce que c'est plus con que de vouloir monter en haut du Kilimanjaro en soi? Enfin, tu vois, c'est juste un truc où tu te dis, ok, on veut se faire ça, et s'il y a des gens qui nous suivent dans notre aventure, eh ben tant mieux, et on le fait. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Donc, c'était notre approche. Et donc, voilà. Alors évidemment, ça c'était d'ailleurs, ta première entreprise, sortie d'école de commerce. Voilà. T'as jamais bossé ailleurs, des stages ou des choses comme ça? Si, j'ai fait des stages en finance, et en audit. Mais j'ai compris que c'était pas le monde qui me faisait vibrer. Oui. Même si j'ai vraiment apprécié ce truc. Donc sortie d'école, diplômé, j'ai monté ça avec un ami d'enfance, et on partait vraiment de nulle part, très peu de réseau. Et en fait, le déclencheur, c'est le dépôt de ce brevet d'utiliser l'ouverture et la fermeture d'un clapet de téléphone pour réarmer un mécanisme. Alors ça peut être une montre, mais ça pouvait être aussi ce fameux carillon dont je te parle. Vous avez embarqué là-dessus quand même des gros fonds, parce que Sofinova, Idéinvest, Amundi, et oui, ils venaient parce qu'ils croyaient au projet, ils venaient pas pour la beauté du geste quand même. Alors, il y a toujours quand même, tu sais, quand tu fais des prêts avec des beaux visuels d'objets, ça parle à tout le monde. Et on était, alors il faut rendre cet honneur à mon pote d'enfance et designer hors pair qui est Thomas Pruvot. Il était capable de te designer des produits qui te scotchaient des fonds d'investissement dans leur siège. C'était magnifique. Et il fait toujours ça? Oui, c'est un concepteur mécanique, concepteur produit en freelance. Et je sais plus où j'en étais, mais ça parlait aux tripes de ces investisseurs-là, parce que c'est beau, parce que on avait quand même des datas sur le marché de l'horlogerie mécanique qui étaient assez convaincantes. Il y avait un business, il y avait de l'envie, il y avait un vrai marché. Et puis à côté, je pense qu'eux étaient comme nous et croyaient à la segmentation du marché du téléphone mobile, où il y aurait du très haut de gamme, du moyen de gamme et de l'entrée de gamme. Et peut-être que le très haut de gamme justifierait son positionnement très haut de gamme, non pas par les specs électronique du sous-jacent, mais par des choses, un supplément d'âme. Et le supplément d'âme, c'était des petits rouages et des petits ressorts. Et ça s'est fini comment, du coup, cette aventure? Ça se finit, tu n'arrives plus à lever, et tu as beau expliquer que tu vas descendre en gamme pour augmenter tes volumes et des choses comme ça, mais il y a un moment, les résultats n'étaient plus bons. On vendait 10 téléphones par an, de la première gamme. Donc, c'était des centaines de milliers d'euros un téléphone. Ouais, le prix retail était, j'ai toujours du mal à le dire, même parce que ça me paraît dingue, mais c'était de 250 000 euros prix retail. Je me retiens de... Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Mais après, il faut se remettre dans ce contexte qui existe toujours aujourd'hui. Il y a des montres à 300, 400, 500 000 euros qui se vendent. Donc ça existe. C'est pas tous les jours, mais ça existe. Question là-dessus, généralement les montres à 300, 400, 500 000 euros, là on n'est plus sur des montres, on n'achète plus uniquement un mécanisme, où on achète aussi des diamants et des choses comme ça, ou il y a aussi des montres... L'exemple le plus connu et parlant, ça va être Richard Mille. Nadal joue ses finales à Roland-Garros avec une Richard Mille au poignet.
t'as pas un diamant dessus. C'est au contraire des justifications ultra techniques. La boîte de la montre, donc quand on dit la boîte, c'est la carrure en fait. Ouais. La boîte de la montre va être dans des matériaux issus, des composites, issus avec des arguments nanotechnologie, des choses comme ça. Donc derrière, tu peux expliquer que c'est super résistant, c'est pas lourd du tout, c'est très confortable. Et puis après, le calibre en lui-même, donc le moteur horloger, pareil, il va être dessiné comme on n'en a jamais dessiné. Donc c'est visuellement et techniquement hyper fort. Et t'as pas un diamant, t'as pas d'or. Alors je dis ça pas vaut combien une Richard Mille en gros? Ça va de, je sais pas, je pense que ça doit commencer vers les 20-30K et ça monte très 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 haut. D'accord. Je pense qu'il y a des Richard Mille qui se vendent peut-être 1 million. Ok. Mais alors après, tu arrives aussi dans des notions de pièces uniques, de séries spéciales, choses comme ça. Je sais qu'il y a eu par exemple des initiatives de carrure, par exemple en verre saphir. Donc quand on dit le verre saphir, en fait c'est un verre synthétique. Hein, c'est pas on dit saphir, c'est pas une pierre précieuse. Hein. Mais c'est un verre particulièrement inrayable. Et puis tu vas réaliser une carrure de montre dans ce verre-là, ce qui est très complexe parce qu'il est assez fragile aussi. Il est inrayable mais fragile. Et donc voilà, tu as une montre qui est toute en transparence. Donc c'est assez fascinant. Tu vois le calibre de tous les côtés de la montre et la transparence est fascinante. C'est marrant, hein, on est à mi-chemin entre, en effet, sur des choses comme ça, de l'exécution... et presque des pièces, enfin pas artistiques, je sais pas jusqu'où on s'approche de ça, mais d'un truc qui est vraiment unique. C'est beaucoup. Après oui, c'est le débat de artisanat, art, je sais pas. C'est des heures de boulot, c'est un côté pionnier. Moi je trouve qu'il faut féliciter les initiatives qui sont peut-être pas formellement artistiques. Mais c'est des initiatives de pionniers. C'est de faire ce qui n'a pas été fait. C'est d'aller utiliser des matériaux que personne n'a encore utilisés. C'est de casser les codes horlogers, esthétiques et techniques. Voilà. Est-ce que c'est une démarche artistique ? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je respecte ça énormément parce que c'est des heures... Alors, c'est des heures de travail et un culot. Il y a du culot là-dedans. Et... Je confirme, vendre des téléphones à 250 000 euros, notamment, il y a un peu de culot, quoi. Et quand tu fais ça, faut convaincre des fonds, etc., mais tu te dis toujours, il y a un marché. Enfin, je veux dire, là-dessus, tu fais pas une étude de marché avant. Non. Je veux dire, Non, c'est très empirique. Alors, c'est un monde qui s'appuie beaucoup sur les retailers. Donc, il faut... Donc le retailer, c'est la boutique à Paris, à Dubaï, à Singapour, à New York, qui vend des montres. Exactement, qui vend des montres. Avec une relation particulière, j'imagine, avec leurs clients. Avec leurs clients, ils se connaissent bien. Alors on pourrait dire que c'est les premiers influenceurs. Je te parle pas forcément de boutiques qui sont logotées. Je te parle pas de boutiques qui vendent du Rolex ou du Cartier aux quatre coins du monde. Je te parle plutôt de souvent c'est les mêmes personnes qui opèrent ces boutiques-là, mais ça va plutôt être des boutiques justement qui mettent en avant leur recherche de produits horlogers indépendants, très originaux, qui sortent un petit peu des conventions et des normes. Et ces gens-là ont créé, au-delà de leur implantation physique et de la boutique qui doit être dans des top locations et des choses comme ça, ils ont créé une influence auprès de la communauté passionnée d'horlogerie sur leur territoire. Et c'est très important d'aller valider ton produit avec ces gens-là. Parce que c'est eux qui sentent souvent mieux que toi le marché, qui sentent les opportunités, qui vont te dire moi j'ai 5 clients fous qui valorisent ces initiatives-là folles et qui vont adhérer à votre proposition. Mais c'est pas complètement empirique, quoi. Ça reste assez instinctif. Alors oui, c'est vrai. Ouais. C'est comme tout. Il ne faut pas de précommande, quoi.
Alors, ça, c'est arrivé que sur certaines initiatives qui n'étaient quasiment que sur du papier, Ouais. tu allais avoir des collectionneurs ou des aficionados qui allaient dire ok, moi je préfère, c'est le crowdfunding quoi, Ouais. mais qui vont préfinancer, mais ils préfinancent sur plein de critères. C'est pas que voir une belle montre dessinée sur un papier, c'est attends, qui porte le projet? Est-ce que ce projet peut aller au bout? Parce que on pense que les barrières à l'entrée de l'horlogerie sont basses, ce qui n'est pas complètement faux, mais créer un produit horloger, ok, il ne faut pas nécessairement 100 millions, mais est-ce que le projet peut tenir? Parce que sortir une montre, ok, mais après, c'est faire vivre la marque. C'est faire que quand tu achètes la montre, 5 ans après, la marque existe encore, et vivante, et vivante dans le sens active, visible. Tu achètes aussi un produit. Quand tu es le consommateur final, tu achètes un produit dont tu espères une valorisation dans le temps. Et la valorisation dans le temps est souvent intimement corrélée à la capacité à la marque de survivre. Donc, quand tu es l'aficionados qui met un billet sur un produit sur plan, tu vérifies plusieurs choses. Qui porte le projet? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça raconte quelque chose de fort? Et voilà. Donc c'est ce que tu avais pu valider. Écoute, et donc cette aventure qui dure, donc tu as dit 2008, première round de financement, tu avais commencé à bosser dessus quoi, en 2006, ouais. Donc presque 10 ans hein, quand même. Ouais, presque 10 ans. Et on s'était, de 2006 à 2008, avant de lever, la petite anecdote marrante, c'est qu'en fait on s'était fait repérer par des fonds lorsqu'on a participé au design d'un téléphone crypté chez Thales, téléphone qui était censé équiper, je ne serais pas super précis, mais je pense président, préfet et voilà, des gens qui ont besoin de communiquer de manière sûre. D'accord. Et donc on avait été impliqués dans cette phase de design du téléphone puisqu'on était repérés comme ceux qui voulaient faire des produits téléphones un petit peu plus qualitatifs et puis voilà, de haut de gamme. Et donc on avait été sollicité là-dedans, on avait fait un design sympa. Évidemment, il n'y avait pas de diamant, des choses comme ça. C'était vraiment un design brut, enfin, pas brut, mais raffiné, mais pas sans agrément bling, on va dire. Et avec ça, on s'est fait repérer par des fonds, et puis ensuite on a expliqué notre brevet, et ainsi de suite. Comment ça se passe la fin? Tu me dis et qu'est-ce que t'en tires? Je veux dire. Il y a quand même des objets qui restent. Comment tu vis la fin de Celsius et de Eh ben, c'est redressement judiciaire, c'est beaucoup d'administratifs, c'est valoriser tes stocks. C'est pas évident parce que on avait plus de produits finis. On s'est rencontrés à ce moment-là parce que tu vendais des sièges, du matos, de tes bureaux, etc. Ouais. Donc voilà, c'est des fins, c'est pas l'éclate, hein, c'est pas jouissif de faire ça, mais c'est essayer d'atterrir correctement. Alors on avait été des bons élèves, on s'est pas arrêté le jour où on n'avait plus 1 euro sur le compte. On s'est arrêté quand il restait un petit peu d'argent sur le compte, mais on ne voyait plus d'avenir. Et donc après, tu bosses en bonne intelligence avec l'administration pour atterrir proprement et essayer de valoriser tout ce que tous tes actifs, quoi. Et les actifs, ça peut être les brevets, ça peut être les machines. On avait quelques machines, du matos, tu en parles. Et puis, par contre, sur le produit en lui-même qu'on vendait, on n'en avait plus, parce on a réussi à les vendre. Mais après, tu as des centaines de composants. On avait des cartons complets de composants. Donc ça, tu essayes de vendre ça. Et voilà. Et t'es reparti sur un autre projet après, mais je suis jamais. Tu t'as pas cherché de boulot. J'ai l'impression que t'as touché le fond à ce moment-là. Comment c'est quoi? J'essaye de. T'essayes de te dire bon, j'apprends. Ouais. C'est des phases tristes, mais tu apprends. Mais c'est facile à dire. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais en effet, on apprend de ses échecs, etc. Ce que j'essaye de voir, c'est que moi, je t'ai vu à ce moment-là, et t'avais l'air quand même déjà comme ça. T'avais pas l'air du tout dépité complètement. Déjà, c'est. Tu vois, j'avais pas des créanciers qui venaient m'embêter parce qu'on a fait les choses très proprement. Donc déjà, tu t'endors sans te dire alors oui, il y a des fonds qui n'ont pas retrouvé leur mise, mais ça fait partie de leur vie. Ouais. Tous les salariés étaient
protégé. Après, c'était moi, et ben tu rebondis, tu te dis que tu vas en faire quelque chose de positif de cette séquence-là. J'ai découvert un monde que je connaissais pas, voilà, les redressements judiciaires, la liquidation, les tribunaux de commerce, des choses comme ça. Bon, assez serein, mais tu penses l'après aussi. Tu dis comment je rebondis. Et alors, tu es allé assez vite, et ça, c'est ça qui est assez... Moi, je reviens avec cette relation avec le temps que tu as, c'est que tu es allé assez vite sur le projet d'après, mais que vous avez travaillé pendant longtemps, en revanche. On en parlait un petit peu, hein, mais, et qui finalement est jamais sorti. Donc, c'était de food delivery. Ouais, Food, ça s'appelait. Hein. Exact. Ouais. C'était l'époque où il y avait une effervescence folle sur ces thématiques. Donc, pareil, des business angels ou des fonds étaient assez réceptifs parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, depuis, on a vu que c'est un peu retombé et que tout ça reste dans les mains de très, très, très gros acteurs et des gens qui vont très, très vite. Et à l'époque, nous, voilà, le discours qu'on déployait, c'était la qualité, c'était d'aller s'associer avec des chefs étoilés, c'était de travailler nos packaging pour les rendre un peu plus différenciants, un peu plus valorisants. Voilà, on ne voulait pas livrer une barquette plastique avec des carbonara à réchauffer dans un micro-ondes. Donc on avait un argumentaire mieux disant, une fois plus qualitatif, parce que je viens de ce monde-là un peu du luxe où tu dois faire les choses proprement et pas que le produit, mais aussi ce que tu racontes autour, ta prise de parole publique. Quand je dis prise de parole publique, c'est quelle image tu veux donner, par quel biais tu veux communiquer. Bon, tu étais associé à un chef étoilé, hein, je crois. Ouais, exact. Qui était on peut pas en parler. Voilà. Et c'est assez marrant parce que j'aime bien travailler sur ce podcast des thématiques de l'exécution, de la vélocité, tu vois, de la réflexion aussi, de l'audace, de la chance. Et toi, je crois que intrinsèquement, t'es pas dans la vélocité. Toi, t'es vraiment dans la réflexion et le temps long. Moi, je trouve que c'est des thématiques intéressantes parce qu'à la fois, pour beaucoup de gens que j'ai reçus, d'invités que j'ai reçus, d'entrepreneurs, l'exécution était clé. C'est-à-dire que aller vite, se planter, reprendre, tu vois, fail fast, fail harder, mais tu vois, phrase que j'ai toujours détestée, mais qui est fondamentale en fait. Et c'est pour ça que je n'ai eu de cesse que de chercher des secteurs où on ne me demandait pas d'être véloce. Mais tu vois, on commence à décrier aussi aujourd'hui un peu cette fast fashion chez tous les grands Zara, H&M, etc. Toujours consommer plus vite, plus cheap, moins quali, etc. etc. Peut-être qu'à un moment, on va commencer à dénoncer aussi ces entreprises qui vont peut-être trop vite, cramer plus vite, lessiver les gens. Et toi, t'es peut-être là-dessus, alors à la fois en retard du coup et en avance, mais avant-gardiste peut-être sur cette deuxième start-up. En fait, t'as bossé dessus quoi, 2 ans au moins, sans jamais rien lancer, donc c'est clair que c'est aberrant en soi. Et moi, je t'ai rencontré, on peut passer là-dessus, parce que de toute façon, c'était un beau projet, mais qui n'est pas sorti. Ce qui m'intéressera, c'est de voir comment toi, t'es passé, même psychologiquement, dans tout ça, et comment tu arrives à être serein. Parce que moi, je t'ai toujours vu assez serein. Alors, je sais pas si... et quand on a déjeuné la dernière fois, tu avais déjà enterré ce projet, je parle de 18 mois, et tu nous parlais de seconde, et comme je le disais un peu au début d'épisode... nous on se disait mais attends, le mec il va jamais le sortir son truc quoi. Et comment t'arrives de 2015 à 2019, même personnellement, même dans ton organisation peut-être familiale avec des enfants, etc., à prendre ce temps sans je sais pas, sans péter une pile, sans... Non, c'était une période intéressante parce que tu te regardes. Pourquoi tu t'es fait doubler par tout le monde sur un business de food delivery? Pourquoi tu vas réfléchir 3 semaines à ta caisse thermo
que pourraient utiliser tes livreurs quand d'autres ne se posent absolument pas cette question et vont chercher la caisse thermo qui est disponible sur le marché. Tant pis si elle n'est pas brandée avec au début Uber Eats ou des La caisse thermo, c'est le de livraison exactement. Qui est derrière le scooter. Et je me souviens avoir passé des semaines, avoir rencontré plein de fournisseurs pour essayer de respecter les directives européennes sur le transport de biens de consommation immédiate. Il y a un moment, il faut go fast and break things. Ouais. Dans ces business-là, mass market, où tu dois faire face à des coûts de livraison qui sont phénoménaux, où tu dois faire face à une ébullition folle de la concurrence sur ces sujets, et ben moi et l'équipe, on perd du temps sur des détails qui, in fine, n'allaient pas être valorisés par le client final. Ou peut-être, après avoir créé vraiment une image haut de gamme, mais on passait beaucoup de temps sur ce que d'autres t'expliqueront que c'est des détails. Et ça, à un moment, tu dis, voilà, je ne suis pas câblé pour ça. Et je suis très produit, donc je vais travailler très longtemps sur des détails. Une fois que tu as compris qui tu es, eh ben, tu dis, attends, dans quel milieu, dans quel projet, cette espèce d'obsession du produit et cette espèce d'aberration du temps alloué à des choses que le client ne verra même peut-être pas du tout, dans quel secteur ça peut être valorisé, ça. Et on retombe sur la montre, parce que, par exemple, quand tu parlais de H. Moser tout à l'heure, c'est des montres très haut de gamme, où ils vont passer des heures à faire donc quand on dit finition sur des pièces horlogères, c'est venir, par exemple, sur une toute petite pièce, venir casser les angles pour que, par exemple, au lieu d'avoir une petite plaque de laiton, eh ben, elle va brute, assez quelconque, on va venir brosser, on va venir polir, on va venir casser les angles pour que ça accroche la lumière. Et ce qui fait que ta petite plaque de laiton, elle devient magnifique, parce que du coup, elle reflète la lumière. Je ne vais pas parler comme un diamant, mais voilà, c'est en gros, tu crées des faces sur une pièce, ça va accrocher la lumière et ça la rend magnifique. Bon, ce travail-là est fait dans les composants du calibre du moteur horloger que tu ne vois pas. Donc, c'est-à-dire que t'alloues du temps, de l'énergie, du savoir-faire à quelque chose que tu regarderas peut-être une fois par mois quand tu déferas ta montre et que tu regarderas l'intérieur, tu regarderas le dos de ta montre qui est souvent ajouré et qui te permet de te délecter de la beauté et des finitions de ce calibre. Donc, je suis assez naturellement retourné vers l'horlogerie où, en fait, on valorise les temps passés aberrants. Désolé, je reviens avec cette notion d'aberration, mais voilà, moi, j'ai, par exemple, sur les montres que je vends aujourd'hui, j'ai réfléchi des semaines entières sur ma boucle Ardillon du bracelet. J'ai réfléchi sur le packaging que je fais faire en France ou que je fais en France. Plein de gens, mais te diraient, mais prends le packaging qui est disponible chez n'importe quel fournisseur de packaging un peu générique et tout ça. Bon, voilà, je passe du temps sur des détails et je cherche un secteur où ce temps et cette petite folie est valorisé. Et c'est ces échecs et c'est ces temps passés sur des projets où je me faisais doubler qui m'ont fait me regarder en face et me dire, voilà, je ne serai jamais bon pour te livrer 1000 repas jour entre midi et 2 et de manière pertinente et économiquement viable. Toi, tu serais capable d'en livrer 8. Voilà, j'en livrerai 8, les gens seraient contents. À 1200 € le repas. Exactement, voilà, c'est à peu près ça. Donc, il y a un moment, il faut se respecter. J'étais trop longtemps dans l'imitation, dans dire, attends, il y a un moment, il faut se regarder soi, il faut dire où est-ce que tu performes, où est-ce que tu sous-performes. Et voilà, et ça apprend beaucoup. Et quel est le... Donc, c'est ce temps qui t'a servi. Je te parle de ces 4 années, c'est ça. Et alors, aujourd'hui, sur seconde, d'ailleurs, je regardais le site tout à l'heure pour juste voir tes prods. C'est seconde-seconde.com. Exact. Quel est le temps, tu disais que tu passais du temps, mais sur une montre, j'arrive pas complètement à percevoir, parce que tu peux te dire, bon, changer une aiguille, alors déjà, faut la produire, faut faire un truc beau, ce qui reste dans le temps, etc. Mais c'est quoi elle a eu un temps d'exécution et de construction il y a 20 ans, 30 ans qui était très long. Ouais.
40 ans. Elle a traversé toutes ces choses-là et toi, tu la reprends. Je la reprends. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens sur un truc que je disais au début, c'est que la base de seconde, ça a été de bousculer. Ça a été tout d'un coup cette vision du contraste d'une aiguille fluo pop sur une montre ancienne. Mais je ne veux pas que ça soit juste un truc. Parce que j'ai pas envie de mettre une aiguille en forme de palmier sur une montre vintage. Et pour que ça ne reste pas juste un truc, juste un petit contre-pied esthétique, eh ben, il faut réfléchir à ton design. Qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce que cette aiguille-là vient faire sur cette montre-là? Et comme je récupère des montres qui ont des univers différents, des noms différents, des marques différentes, qu'est-ce qui va faire sens? Ou au contraire, toutes mes aiguilles n'ont pas forcément un sens. Et je veux pas faire des t-shirts à message, quoi. Hein. Je suis pas. Mais là, on rejoint la notion un petit peu artistique ou on va dire artisanat, c'est de prendre le temps pour chaque montre de réfléchir à qu'est-ce qui fait sens. J'ai pas envie d'être dans le design évident. Tu vois, par exemple, tu récupères une montre de plongée, j'ai pas envie de dessiner un poulpe. J'ai pas envie de dessiner un Poséidon ou un trident. Tu vois, il faut chercher. Voilà. Moi, j'ai eu envie dans ce projet-là d'utiliser de l'ironie, d'utiliser mes connaissances et ma passion horlogère pour que tout fasse sens. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Parce que chaque montre, c'est un nouveau défi. Plein de gens te disent que d'acheter des montres vintage, c'est un petit peu la loterie, parce que tu sais jamais réellement ce que tu récupères. Donc après, s'il faut être un peu plus concret, tu vas à chaque fois faire réviser cette montre-là. Tu découvres l'état de la montre que tu as achetée quand ton horloger, il l'a totalement démontée. Et ensuite, il faut en effet produire ces aiguilles. Et il y a plus grand monde en France capable de produire ces aiguilles. Il n'y a plus qu'un atelier qui est dans le Jura. Faut aller convaincre ces gens-là qui ont l'habitude de répondre à des demandes de centaines, voire plutôt de milliers de pièces. Là, tu vas leur dire, en fait, j'ai besoin de faire 5 aiguilles dans ce design-là. Et ils te disent, non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut que tu arrives à convaincre, à expliquer ta démarche et que tu engages des coûts d'outillage pour créer ton outil de frappe qui permettra de venir taper sur une planche de laiton et comme un petit système d'emporte-pièce, de sortir une aiguille avec des tolérances. On parle de tolérance, c'est dans les exigences dimensionnelles. Sur certaines dimensions, tu n'es pas loin du micron. Donc, c'est très complexe. Donc là, c'est toute la partie, je dirais, technique, mais il y a, je pense que ce qui prend le plus de temps, c'est toute la partie réflexion autour de l'objet et qu'est-ce qui va faire sens. Pourquoi mettre tu vois, par exemple, j'ai une aiguille en Falcon, Millennium Falcon, le Faucon Millennium, le vaisseau de Star Wars. Ok, cool. Mais pourquoi elle est pertinente? Parce que j'ai récupéré depuis 3 ans 4 ou 5 exemplaires d'une montre Zénith des années 50 qui équipait l'armée de l'air yougoslave. Ces montres-là sont plus que patinées, elles sont presque un petit peu... c'est presque de la rouille et ça fait sens avec l'image mythique du Faucon Millennium, un peu rouillé, un petit peu cabossé. Et quand j'ai récupéré ces montres-là, j'ai tout de suite pensé à cet univers-là. Bon, et ainsi de suite. Et quand tu les récupères, vous les démontez, vous les récurez, vous les cleanez, mais pas trop. Ou comment ça se passe? En fait, tu fais, par exemple, tu l'achètes parce que par exemple le cadran a une patine et a une usure qui est magique. Tu vas certainement pas venir repeindre C'est ça. Non. Parce que ça, on te dit que typiquement pour ceux qui aiment les Rolex, par exemple, il y a une Rolex un peu connue qui s'appelle la Pepsi. Alors ça doit pas être son nom réel, je sais pas. GMT. GMT. Donc elle a un bout du cadran bleu et l'autre bout, comment on appelle ça, de la lunette. De la lunette qui tourne là autour du cadran. Un hémisphère bleu et un hémisphère rouge. Voilà. Et en fait, quand elles sont vieilles et vintage des années 70, l'écran, le rouge a viré un peu au rose souvent, etc.
Et je crois que Rolex, alors je sais pas s'ils le font encore, mais à un moment, les récupérer, te les repeigner, quoi, quasiment. Ou alors, sans les repeindre, ils remplaçaient les pièces. Et ça, donc ça a été. C'est sacrilège. Ouais, parce que tout d'un coup, la valeur de la montre qui te rendait était divisée par 2 ou 3. Parce qu'en fait, ce qui est aujourd'hui valorisé là, sur ces montres-là en particulier, ça va être justement le côté d'origine des composants. Patine. Même s'ils sont un petit peu ghost, c'est-à-dire un peu effacés, en effet. D'accord. Alors, moi, je mets quand même un petit bémol, c'est que je ne dis pas que j'y viendrai pas parce que j'ai des projets un peu dans ce sens-là, mais je touche pas à ces montres d'ultra collection. Donc moi, les montres entre 10 et 100 000 euros qui vont être vendues chez Sotheby's et qui vont donner lieu à vraiment des ventes aux enchères un petit peu médiatiques et des choses comme ça, moi, je vais pas sur ce terrain-là de l'ultra collection. Je vais sur des montres entre 3 000 et 10 000 euros qui sont un petit peu sous les radars et je m'amuse avec celles-ci. Néanmoins, c'est pas parce qu'elles sont moins valorisées par les cotes et des choses comme ça. Je ne veux pas venir repeindre, venir trop repolir. Par exemple, c'est certaines montres, certains collectionneurs ne supportent pas qu'on repolisse une carrure de montre parce que t'enlèves tout l'historique de la montre. Donc, je suis sur ce... Ça fait partie de ce temps. Hein. Exactement. Alors après, les mentalités évoluent et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est des débats sans fin parmi des cercles de connaisseurs. Mais moi, je récupère une montre, je vais la faire réviser, mais très sérieusement. Et donc, c'est un monde un peu compliqué parce que entre révision et révision, ça peut aller de 100 euros à 1200 euros. Ouais. Les gens ne s'entendent pas forcément sur ce que c'est qu'une vraie révision. Et puis après, est-ce que tu la rends étanche à nouveau, quitte à supprimer un composant d'origine? Donc tu as des arbitrages à faire de attends, moi je suis pas en train de vendre une montre qui va te permettre de plonger avec et d'être une montre qui t'accompagnera dans des aventures sur le Kilimandjaro. Donc il y a des arbitrages à faire de qu'est-ce que je répare, qu'est-ce que je remplace en l'expliquant aux clients et des choses comme ça. Et puis après tu as toute la partie donc pose d'aiguilles, packaging, bracelet et puis un truc dont on parle moins, mais c'est qu'est-ce que je raconte. C'est pourquoi ce site sur lequel tu vas tout d'un coup te parle. Et moi, ça c'est l'autre partie de ce projet que j'adore, c'est toute une tonalité que j'ai voulu vraiment différente. Et j'ai pas envie de sourire et j'ai pas envie de prendre les codes actuels, de dire avec cette montre-là tu vas devenir cool. Non, moi, une montre, ça n'a jamais rendu cool quiconque. Je suis, si tu me suis sur Insta, je suis dans la moquerie, je dézingue certaines icônes, mais c'est une danse à deux. J'ai rencontré une star de l'horlogerie la semaine dernière. Je vais poster bientôt un petit post qui fait référence à notre rencontre, et je suis dans la petite ironie. Voilà, en gros, je cherche à être le poil à gratter. Toujours compliqué parce que sur le luxe, tomber dans la petite blague, chaque post tout le temps, faire rire et tout, c'est pas non plus mon boulot. Je veux aussi créer une image de sérieux, de cool, soyons francs. Je peux pas non plus faire que des blagues, mais en tout cas, je veux être piquant. Mais ça se voit, hein, c'est très clairement retranscrit et on le voit, des petits bouts de Lego que tu utilises sur les photos un peu hallucinantes sur ton site. Tous les sites vont te dire nous on vous livre très vite et on accepte des paiements en 3 fois. En gros, donner des éléments de réassurance et de service client. Et moi je te dis, cherche pas, toi client, ne nous presse pas. On mettra le temps qu'il faut pour te livrer la pièce et n'essaye même pas une demi-seconde de nous demander une ristourne. Oublie. Donc tu vois, j'ai une prise de parole assez cash, ça m'arrive de me moquer, j'ai des followers, je leur réponds un petit peu sans embâche, mais c'est un personnage aussi que je suis en train de créer. Je joue le Parisien imbu de sa personne, qui sait tout mieux que tout le monde, et c'est tellement exagéré que normalement ça doit être un peu drôle, mais voilà, c'est un personnage que j'aime bien parce que j'ai envie de faire un peu différent. Moi j'adore et il est assez clair, donc faut te suivre sur Insta aussi, donc tout est donc c'est seconde et vous verrez tout ça. Moi j'adore ce que tu as fait aussi sur ton site. On sent le temps qui a été pris pour chaque chose, les fonds que tu utilises, et voilà. Tu parlais après de tes montres
en disant c'est pas des grosses pièces pour la majeure partie des gens qui nous écoutent. Hein. Ce que j'ai sous les yeux là, c'est une Rolex Air King. C'est quand même bien sûr. Une Zénith, une Patek Philippe, donc assez incroyable des années 50. Donc tu travailles pas les montres d'après les années 80, c'est ça, hein, c'est ce que tu mets. Normalement, tu es plutôt sur des choses. Ouais, j'ai envie d'être un peu difficile là-dessus parce que ça s'y prête pas. Mon esthétique marche. La naïveté de mes designs et le côté un peu flashy de mes designs fonctionnent quand en dessous, tu as une forme de sobriété. Et après les années 80, tu étais déjà un peu moins dans le sobre. Il y avait déjà des capacités de production qui te permettaient de faire plus facilement des couleurs sur des cadrans, des aiguilles complexes, des choses comme ça. Donc moi, ce qui marche, c'est quand tu as une montre très sobre, années 50, 60, 70, et puis que tu viens mettre tout d'un coup un petit coup d'éclat visuel et esthétique, et là, ça fonctionne. Je vois cette Zénith des années 40. Moi, c'est celle qui m'a fait comprendre ton projet, en fait. Et je sais pas si on peut en parler comme ça. Ouais, elle est un peu touchy. Elle est un peu touchy, mais c'est celle qui m'a fait comprendre le projet et la beauté du truc. Parce que alors déjà, c'est quand même une montre des années 40. Faut quand même se dire ça. C'est quand même une montre qui a 70 ans. Donc, et qui fonctionne toujours et que vous avez révisé. Voilà. Mais qui a une histoire particulière. Ouais, très particulière. Moi, j'ai longtemps hésité parce que c'est une montre qui est très, très, très connotée. Zénith, donc marque qui est encore aujourd'hui de premier plan et qui appartient à LVMH, dans les années 40 a répondu à une commande de la Wehrmacht et donc livre des montres militaires pour la Wehrmacht dans les années 40. Donc voilà, on voit un petit peu l'environnement. Et sur ces montres-là qui ont pu être témoins de choses pas spécialement jolies, je suis venu mettre un symbole Peace and Love. Symbole qui, au demeurant, me fatiguait parce que trop utilisé, rincé, ça veut tout dire et rien dire. Bon, j'ai appelé cette œuvre, cette montre-là, Infinite Expiation. Voilà, je considère que cette montre va s'excuser de ce qu'elle a pu voir, de ce à quoi elle a pu assister, en faisant tourner un symbole Peace and Love pour le reste de l'éternité. Pour l'éternité. Et ouais, c'est la pièce qui a pas mal buzzé et qui est connotée, qui est forte. Oui, elle est connotée, mais tu transmets une valeur opposée de son... Tout à fait. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette notion de temps, c'est que tu transmets cette valeur opposée de sa création initiale, sa réflexion, etc., pour l'emmener dans cette Infinite Expiation. Quoi. Et c'est un bon exemple, ce logo et ce symbole Peace and Love, je veux pas le mettre sur autre chose. C'est de mettre ça sur juste comme un espèce de petit pins que je mettrais sur n'importe quelle montre, ça n'aurait aucun sens, et on a vu ça 1000 fois sur plein de vestes et des choses comme ça, des symboles Peace and Love. Là, ça avait du sens. Voilà. Mais écoute, on pourrait faire l'histoire de chaque montre. J'avoue que je serais curieux. Cette petite flèche de clic sur la Patek Philippe, cette petite abeille sur la Jaeger-LeCoultre. La Jaeger-LeCoultre, c'est pour faire très court, c'était une montre. Donc c'était une Memovox Jaeger-LeCoultre qui était destinée aux businessmen. Donc aux gens qui avaient besoin d'une fonction alarme sur leur montre pour ne pas rater un avion, ne pas rater un rendez-vous, des choses comme ça. Et elle fait un bruit atroce. C'est-à-dire que c'est une alarme mécanique qui fait un bzzz, mais vraiment assez perturbant. Et voilà, donc je moque déjà le son assez peu valorisant du mécanisme d'alarme avec cette petite abeille qui fait bzzz également. Et il y avait le côté biz people. C'était vraiment une montre pour les mecs du business. Et voilà. Et pour moi, l'abeille, c'est voilà, biz. Après, je peux raconter chacune des montres, mais en fait, des fois, il faut que je me taise. Parce que j'ai envie aussi de toujours tout justifier. Parfois, ça devient un petit peu... ça casse voilà, ça empêche les clients et les autres de se projeter et d'imaginer un peu ce qu'ils veulent aussi. Donc moi, la garantie et ma foi dans ce projet-là, c'est que sachez que j'y ai passé du temps, sachez que j'y ai mis ma culture horlogère, mon identité visuelle. Je vous en donne quelques clés de compréhension, mais je vous file le trousseau ensuite, quoi. Trop raconter, parfois, ça tue aussi un petit peu le truc. Mais c'est ce que je dois dire que c'est ce qui me fascine dans tout ça. Et tu dis, tu y as passé du temps, mais tu y as passé en fait... peut-être avant même, mais en tout cas toute ton expérience depuis Celsius sur Fougue, enfin voilà, c'est une sorte d'aboutissement, un processus. Ouais. Par exemple, les premiers clients,
ça a été des collectionneurs de tout premier plan. Et c'est ce qui valorise. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre avec une autre histoire qui, comme ça, un matin se réveille avec l'idée de venir mettre des aiguilles pop sur des montres vintage, ils auraient dit mais ouais, pourquoi quoi. Et quand ils savent d'où je viens, ce que je fais et que ma passion pour la montre au préalable transparaît, là tout d'un coup il y a une compréhension de l'approche et un respect, je pense, et ce qui m'a complètement lancé, parce que, et je le mets sur mes packaging, j'ai 2 collectionneurs d'envergure internationale qui ont été mes 2 premiers clients. Et elles sont bravo, parce que ça c'est pour préciser, hein, t'as fait quelques dizaines de montres qui sont a priori quand même partis assez vite. À l'heure où on se parle, tu vas les expédier prochainement. Exact. Tu prends le temps aussi là-dessus. Hein. Donc pour vendre, tu me disais que tu passes vraiment souvent on passe par les réseaux sociaux ou on te contacte. Voilà. C'est en train un peu de changer, mais parce que j'ai eu depuis que j'ai vraiment sorti le projet publiquement, donc ça date du salon de Bâle en mars 2019, j'ai des requêtes de concept store, très teinté horloger à l'international, et depuis peu j'ai des galeries, c'est-à-dire que je vais rentrer dans une galerie. Alors, c'est galerie d'art, il y a pas que... si, c'est quand même une galerie d'art à Genève. Et du coup, assume. Ouais, parce qu'en fait, c'est une galerie d'art, mais autour de la notion du temps et de la mécanique. Donc, il y a une thématique forte. Voilà, quand tu rentres dans cette galerie, il n'y a pas que des tableaux au mur ou des sculptures. Il y a quand même cette notion micromécanique, mécanique et le temps. Et du coup, je pensais faire que du direct. J'allais adresser mon audience en ligne et Insta. Mais d'être dans ces galeries-là, ça change un peu ma dimension. Et je crois que c'est quelque chose que je vais travailler davantage les prochains mois, parce qu'ils t'offrent une exposition très forte. Elles sont vendues aujourd'hui à peu près combien, tes premières c'est quoi les gammes? Ça va de 3000, alors moi je parle toujours hors taxe, mais bon, ça va de 3000 jusqu'à... mon core business c'est 3000, 8000. Okay. Et après j'ai des projets dans les tuyaux de pièces vraiment très spéciales et qui sont pour certaines d'entre elles commandées par des clients, et ça peut aller beaucoup plus haut. Quand tu dis une commande, c'est quand même toi qui fais la pièce, l'œuvre, enfin je veux dire, ils te commandent pas en disant je voudrais mettre ça dessus, quoi. Ça il reste. Alors je veux pas faire ça. Ouais. Alors après il faut jamais dire jamais, mais c'est toujours, j'ai pas envie de livrer un truc que j'aime pas. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois dessiner, et je suis assez sûr de mes goûts, et du coup c'est difficile de répondre à toutes les requêtes me demandant est-ce que vous pourriez pas mettre ci sur telle montre. Je suis hésitant. Alors après, quand c'est une montre que j'adore, qu'on me soumet et qu'on me dit je vous laisse liberté totale sur ce que vous pouvez en faire, là why not? Oui, c'est très proche de ce que fait Blitz finalement. Hein. On va leur dire j'aime telle moto, et après leurs clients ils vont leur dire je suis comme ça, j'aime ça. Ils vont échanger un petit peu, et derrière ils font une pièce pour la personne. Fantastique, enfin c'est très proche et très différent. Les montres sont alors elles sont évidemment des pièces uniques puisque ce sont des montres voilà, mais elles sont numérotées ou quelque chose, ou toi tu touches juste la pièce que tu changes? Alors, je viens poinçonner le fond de boîte, c'est-à-dire que toutes les carrures de montre ont un fond que tu peux détacher, et je viens le poinçonner pour marquer mon intervention sur ce produit. Et ensuite, le côté d'identification du produit vient du numéro de série qui est gravé sur le calibre, sur le moteur horloger. Donc l'identification et le côté unique de la pièce, c'est déterminé par ce numéro de série-là. Et elles sont, donc évidemment, la plupart, tu n'as pas de certificat d'authenticité ou de choses comme ça, parce que tu ne peux plus les avoir. Enfin, une montre de 1940... Alors, certaines maisons te permettent d'aller accéder à leurs archives, et compliqué. Moi, l'authenticité que je revendique, c'est mon savoir et celui de mes horlogers qui te disent que ça, c'est une Longines, une vraie Longines, une vraie Rolex, une vraie Omega. Et on a pour nous cet avantage-là que sur ces années-là, il n'y avait pas
de contrefaçon. Donc, et puis, alors, sur des modèles dont on parlait tout à l'heure, vendus aux enchères, Sotheby's à 100 000 ou 150 000, il y a pu avoir des initiatives un petit peu de faussaires, de choses comme ça. Mais moi, je suis très, très loin de ce monde-là. Mes montres datent des époques dont je te parlais, 50, 60, 70. Et il n'y avait pas de contrefaçon. Bon, et donc, c'est quoi c'est quoi aujourd'hui ton ambition pour Seconde Seconde ? Moi, c'est assez simple, hein, c'est de dire les montres vintage, il y en a plein et il y en a qui végètent. Il y en a plein partout. Et il y a beaucoup de choses. Il faut le voir comme des petits tableaux. C'est des petits tableaux et moi, je suis en train d'essayer de créer le pinceau qui va me permettre de m'amuser sur tous ces supports-là. Et aujourd'hui, c'est les aiguilles sur lesquelles je travaille. Mais il y a plein de choses à faire. Et je veux pas parler d'upcycling, je veux pas devenir je veux pas sortir des arguments un peu de recyclage, des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de créer une marque de montre neuve. Et je pense que je peux créer mon petit espace sur l'utilisation et la réinvention de toutes ces montres-là vintage qui traînent un petit peu partout dans le monde. Il y en a des centaines de milliers. Et quand est-ce que tu auras réussi alors ? Ouais, je me suis pas fixé. Ouais, je sais pas. Je pourrais te dire oui le jour où j'ai revendu, mais c'est pas du tout des projets qui sont amenés à être revendus à des marques ou des choses comme ça. Non, moi je pense que je crierai un petit cri de victoire quand je serai identifié, quand j'irai au salon de Bâle et que je serai identifié comme une marque qui fait quelque chose de pertinent. Merci pour cet échange, Romaric. Merci à toi. Je vais quand même te demander rapidement, je pose cette question à pas mal d'entrepreneurs et d'artistes et de gens que j'ai eus sur ce podcast, mais c'est quoi ta pire nuit blanche d'entrepreneur ou depuis 2005, 2006 ? Non, moi je crois que c'est l'éveil d'enjeux forts. C'est l'éveil de... J'arriverai pas à te dire une nuit en particulier, mais c'est quand tu as des journées, tu sais, qui peuvent changer le cours de ton projet, mais de 0 à 1. Et ça va être des veilles de présentation devant des fonds, ça va être des veilles de présentation aujourd'hui sur mon projet devant des collectionneurs qui teintent quand même très fortement ton projet. Et si les mecs te disent c'est nul, t'es en train de tout casser, le monde du vintage ne t'attend pas, ça peut t'éteindre du jour au lendemain. Bon, et c'est ces veilles-là où tu sens que t'es à des tournants potentiels de tes projets. Tu as des livres à me recommander ? Non. Non, moi je suis. Alors ouais. Non, mec que tu connais. Il y a un mec qui m'a vachement influencé. Après, c'est pas niche. Hein, c'est un mec très connu. Mais Gary Vaynerchuk, j'ai beaucoup consommé. Il dit beaucoup de choses, parfois contradictoires, mais vraiment le truc. Il énerve beaucoup de monde. Ouais. Moi, je reste très consommateur de ces. J'écoutais un truc, je crois que c'est le podcast que je suis en train d'écouter en ce moment d'ailleurs, qui est The State of the Union of Marketing in 2020, qui est à fond sur le contenu et qui est des choses que je revendique, que je pousse dans mon équipe ici. Et la présence, le contenu, le bon contenu, ce que tu fais très bien, exister. Lui, il dit à certaines marques, vous devriez publier 500 contenus par jour sur LinkedIn. Quoi. Tu te dis, bon, c'est beaucoup, mais... Et moi, par exemple, je pourrais pas appliquer ça parce que je suis plutôt lent et dans bien une sûr. Qualité. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans son discours, c'est sur le côté un petit peu... Alors, pareil, c'est un terme un peu éculé, mais life coaching. Et quand ce mec te dit, grosso modo, c'est... Si à 40 ans, t'as pas créé la boîte de tes rêves, t'as pas raté ta vie professionnelle pour autant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu, il déconstruit le mythe de l'entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi le premier. Tout le monde veut être un numéro 1, mais parfois on est bien meilleur en position 2 ou position 3. Et moi, c'est des trucs qui m'ont marqué parce qu'il y a un moment, c'est une prise de conscience. Et pour moi, je retiens de lui, c'est regarde-toi dans un miroir. Mais fais-toi mal. L'idée, c'est regarde-toi dans le miroir et ça va faire mal, ça va saigner. Et ça, j'ai appliqué.
Écoute, c'est super. J'ai vraiment passé un super moment. On te suit donc on va sur Seconde Seconde. On peut te suivre sur Seconde Seconde, donc sur Instagram. On peut t'ajouter sur LinkedIn, Romaric André. Et puis, moi, je crois très fort à ce projet. J'aime énormément cette genèse, la manière dont j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec toi. Et puis, écoute, je te remercie. Je pense que ce podcast, en plus, du coup, avec tout ce qu'on a pu dire, il sera toujours valable dans 3 ans parce que c'est assez evergreen. On pourra refaire un point, hein, tu vois, à ce moment-là, quand je t'aurai acheté une montre. On en parle juste après. Bon, tu m'as dit, tu fais pas de prix à personne, quoi. No way. Je te remercie, Romaric. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, vos messages sympas, et je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, et je vous dis à bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.